Bonjour ou bonsoir à tous, j'avais envie de produire un nouveau contenu en guidance plutôt psychologique et en guidance, je dirais, systémicienne, du coup en analyse de comportement et de système de pensée. Alors, j'ai répondu à un mail tout à l'heure qui m'a donné envie de faire cette vidéo. J'expliquais à une dame à qui j'adresse mon salut, il m'a toute ma sympathie, euh, que voilà, j'avais accepté de répondre à quelques interrogations qu'elle se posait, pas en voyance, mais des interrogations plutôt personnelles en matière de réflexion, euh, parce que je lui avais répondu 2 fois et qu'elle exigeait, elle demandait en fait ma dernière réponse. Donc, je lui avais expliqué que il y avait d'autres personnes qui attendaient des réponses à leurs mails pour des prises de rendez-vous et que ces personnes-là, elles, comptaient réserver leur consultation et ainsi les régler. Et que ces personnes-là, tout comme elles, attendaient leur tour. J'en ai profité pour lui adresser 2 mots. Je lui ai expliqué d'une part que, euh, quelque part, l'attention et l'affection, ce sont des ressources qui ne s'exigent que pour soi-même. Ce qui signifie, à mon sens, qu'on ne peut pas exiger l'attention et l'affection de quelqu'un. Ça ne se quémande pas. Tout ce qui est inhérent à l'amour ne se quémande pas. Ce qui signifie aussi, par voie de fait, que lorsque vous formulez des exigences d'attention et d'affection envers quelqu'un, vous pouvez en quelque sorte ressentir en vous de la frustration, mais lorsque vous exprimez cette frustration et que vous l'orientez en demande, vous avez en quelque sorte la responsabilité intermédiaire d'évaluer si la formulation de votre demande est bien légitime d'une part et si cette formulation est bien adaptée, non pas forcément, je dirais, à une exigence, mais davantage adaptée à une demande de partage. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, toutes les ressources d'amour qui sont en nous et tout ce que l'amour englobe, quelque part, sont à nous et nous décidons de les donner. Lorsque l'on estime que donner son attention, son affection, c'est entre guillemets normal, ça correspond à nos normes. Même si nos normes sont collectives et communes et admissibles par le plus grand nombre, ça reste avant tout nos normes en lien avec nos besoins affectifs à nous. Lorsque vous demandez à quelqu'un, quelque part, de vous témoigner de l'affection, de l'attention ou de la considération, c'est en lien en quelque sorte avec vos besoins à vous et c'est en lien avec vos codes moraux, votre éthique personnelle, votre morale à vous. Euh, donc j'expliquais également à cette dame que c'était important de garder en soi la sagesse si que quelque part d'être apte à formuler de l'autorégulation quant à la demande que l'on fait. La faculté de s'auto-rassurer et je dirais de s'auto-réguler quant à ses émotions est une faculté de sagesse. Ce qui signifie que lorsque vous commencez à vraiment vous concentrer sur vos facultés d'autorégulation et sur votre manière de vous aimer à vous, et là je ne parle pas de comportement, je parle d'état d'esprit, vous mesurez davantage ce que vous demandez aux autres. Pourquoi? Parce que si vous apprenez à considérer comme précieux les sentiments que vous portez envers vous-même, vous apprenez à considérer comme précieux les sentiments que vous attendez des autres. Alors moi je ne suis pas moine, hein, je ne suis pas là pour pour prêcher la bonne parole, mais ça me semble quand même important de le rappeler parce qu'on a tendance à s'insurger de demandes affectives qui ressortent les 3 quarts du temps comme quelque part, je dirais, des choix personnels. Ce qui est normal pour nous n'est pas forcément normal pour l'autre. Ce qui est légitime dans une relation à deux n'est pas forcément normal pour les deux. Par contre, il y a des normes de valeur et de respect. Si une personne génère vis-à-vis de vous une attitude vraiment irrespectueuse, bien entendu, que là, sans parler de normes personnelles, vous allez mettre forcément un stop, une limitation, vous allez générer une réaction émotionnelle. Si vous avez une personne qui vous manque de respect en permanence, qui vous ignore, qui ne vous répond pas, votre demande et votre sentiment de frustration quant à la non-réponse de la demande sont parfaitement légitimes, bien entendu. Moi, je vous parle davantage de votre faculté à identifier les situations pour pouvoir positionner, encore une fois, on en revient souvent, ceux qui me consultent en thérapie brève le savent, on en revient souvent à cette notion de discernement général.
qu'il ne faut pas remettre en question, je dirais, ce sont vos besoins amoureux généraux. Ce qu'il faut remettre en question, c'est la manière dont vous les gérez vis-à-vis de la situation que vous choisissez, à laquelle vous adhérez, et vis-à-vis, je dirais, de la réalité qui vous est imposée. Je vous donne un exemple. Si vous êtes en face de Ama et que vous voulez un câlin, forcément votre attente de câlin va être légitime, elle va être accessible. Si vous demandez à un mur de vous couvrir d'amour et de vous faire de câlins, votre demande ne va pas être légitime, bien entendu. Encore une fois, je prends des exemples débiles et grossiers, mais c'est pour que vous compreniez les process. Si vous êtes en face de votre partenaire amoureux, que vous voulez plus d'attention et plus d'affection, il va falloir tenir compte de la situation, il va falloir tenir compte de la personnalité de votre partenaire, il va falloir tenir compte du contexte. Si votre partenaire vous a pris dans ses bras pendant un quart d'heure, qu'il vous lâche et que vous exigez encore un dernier câlin, pourquoi pas? Si la personne part, vous n'avez plus la revoir, ça paraît normal. Si votre partenaire revient dans 2 minutes, vous reprendre encore toute la nuit dans ses bras, on peut trouver ça attendrissant, mais la demande est quand même un petit peu poussée. Et si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans qui vous prend dans ses bras, forcément qu'on va comprendre pourquoi vous en avez envie. C'est toujours une affaire de contexte. Après, on peut avoir envie d'avoir quelqu'un dans ses bras en ayant vu 2 minutes avant, ce n'est pas le débat. Encore une fois, je vous donne des exemples un peu grossiers. Si vous n'aimez pas les câlins, par exemple, vous détestez qu'on vous prenne dans vos bras, dans les bras, et que vous avez une personne qui n'arrête pas de vous demander d'être prise dans les bras, alors que vous n'aimez pas ça. C'est pas pour autant que vous n'avez pas d'affection à donner, c'est que le câlin n'est pas le mode d'expression, de communication amoureuse qui vous convient. La personne en face de vous va peut-être mal le prendre parce qu'elle aura pour prisme et comme repère comparatif son propre mode d'expression à elle. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans les relations ordinaires, c'est que ce que l'on estime être normal pour nous n'est pas forcément normal pour l'autre. Euh, on parle souvent de communication amoureuse. La communication amoureuse, c'est la manière d'entrer en relation avec l'autre. Il y a différentes natures de communication. Il y a la communication verbale, orale, il y a la communication corporelle, gestuelle, et il y a la communication, je dirais, symbolique. La communication symbolique, elle peut être énergétique, elle peut être situationnelle et elle peut être en lien avec les symboles et les valeurs du couple. Lorsque vous avez un mode de communication dans la relation qui repose essentiellement sur un mode de communication unique, ciblé, vous augmentez les chances en quelque sorte que votre relation se déséquilibre. Parce qu'encore une fois, lorsque l'on pose ses œufs dans plusieurs paniers, on a plus de chances de moins en perdre lorsqu'un panier tombe par terre. Euh, si vous avez en face de vous, je dirais, un partenaire qui n'aime pas parler. Voilà, vous êtes une dame, vous êtes émotive, vous êtes sensible, vous avez bien discuté de ce que vous ressentez. Vous avez en face de vous un partenaire qui est très pudique, qui n'apprécie pas de communiquer. Si vous maintenez vos besoins en adéquation uniquement avec vous pour formuler vos attentes de communication, vous serez forcément frustré. D'accord? À moins que vous soyez d'accord avec votre partenaire, que lui vous écoute et que vous vous parliez. Bon, si vous connaissez votre partenaire et que c'est bien entendu admis des deux côtés, pas de souci. Mais si vous avez tendance à formuler des désirs qui ne collent pas aux situations, vous allez forcément générer de la frustration. D'accord? L'objectif, c'est de toujours tenir compte des vecteurs pour formuler ses attentes. La dame du mail de ce matin, par exemple, elle avait à cœur vraiment d'avoir la réponse à sa question vis-à-vis de son besoin, de son insurgence intérieure. Alors que si on regarde la situation de l'extérieur, j'ai pris le temps de lui répondre comme à d'autres personnes, je lui ai répondu plusieurs fois, je n'ai pas eu le temps de traiter son dernier mail parce qu'il était dans la masse d'un ensemble d'autres mails, et si vous voulez, elle était tellement active d'avoir la réponse et de par son conditionnement à elle, elle ne s'est pas dit que je n'avais pas répondu parce que je n'avais pas encore traité le mail, pour vous dire. Donc, quand on est, je dirais, un petit peu investi, pour ne pas dire envahi, de ses propres émotions, de ses propres normes intérieures, de ses propres conditionnements intérieurs, on présente plus de difficultés à intégrer les conditionnements et les normes intérieures des autres. Et ça, c'est normal. Ça vous quelque part, ça vous impose encore une fois d'apprendre à vous auto-réguler. C'est-à-dire que plus vous aurez de facultés à vous auto-réguler de l'intérieur, et moins vous aurez de demandes quant à ce que l'extérieur le fasse. Comment se régule-t-on de l'intérieur? On essaie toujours de se mettre en tête, à défaut de traiter les émotions directement parce que trop vives, on essaie toujours de se mettre en tête qu'au lieu de visualiser l'autre dans la réponse, dans le besoin, on se visualise soi. Je vous donne un exemple.
Si, attendez, il y a trop de lumière, ça me fait mal aux yeux. Voilà, c'est mieux. Voilà. Si vous avez en face de vous, attendez, excusez-moi, petit problème technique. Trop de lumière, ça m'aveugle. C'est pour ça que je mets jamais les dispositifs. J'ai tout ce qu'il faut, pour faire des belles vidéos, mais j'ai vraiment pas envie ni d'utiliser la caméra ni les spots parce que ça m'aveugle et perso, j'aime pas trop voir autant de lumière. Donc je vous disais, si, oula, si, c'est bon, j'ai perdu le fil. Si vous êtes, je sais plus ce que j'allais dire. J'ai pas envie de refaire la vidéo, c'est dommage, au bout de 10 minutes. Oh mince, j'ai un trou. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus ce que j'allais dire. Euh, J'allais vous dire, si vous êtes en face d'un partenaire. Bon, je sais plus ce que j'allais vous dire, on va pas laisser filer une minute en plus. J'étais en train de vous expliquer que si vous êtes en face d'un partenaire qui, quelque part, ne peut pas répondre à vos attentes, il va falloir apprendre à les gérer seul. Voilà, c'est ça que j'allais vous dire. Voilà, c'est bon, on reprend, on reprend le fil. Si à l'intérieur de vous, vous avez, par exemple, besoin qu'une personne vous apporte des réponses à vos questions après une rupture, souvent on n'arrive pas à tourner la page, on se dit, j'ai pas eu toutes les réponses à mes questions, j'ai besoin que l'autre me parle, j'ai besoin que l'autre m'explique. En fait, l'objectif face à un deuil, par exemple, c'est d'accepter ce qui a été. Ça ne veut pas dire être d'accord avec tout ce qui a été, ça veut dire accepter la situation. Parce que, si vous voulez, les compréhensions concernant l'autre lui appartiennent. Je sais que ça, c'est très infect, il y a plein de personnes qui ne seront pas d'accord avec ça, mais je vous assure que vous avez simplement besoin d'accepter que parfois, les choses sont ce qu'elles sont, vous n'aurez pas toutes les réponses à vos questions et vous n'en avez pas techniquement besoin. Vous avez juste besoin de vous faire à l'idée que la situation n'ait pas évolué correctement ou qu'elle soit terminée, que votre autre et vous soyez différents. Faites-vous un bilan de ce que vous assimilez de l'autre. Et c'est souvent quand on n'arrive pas justement à faire ce bilan, qu'on est en dépendance affective, qu'on a besoin d'avoir des réponses à ces questions. Lorsque l'on arrive à générer cette autonomie émotionnelle, cette, je dirais, cette suffisance, en quelque sorte, cette indépendance émotionnelle, on arrive je dirais, à se délester de l'autre en soi. Ça ne veut pas dire ne plus prendre plaisir à être avec quelqu'un, bien entendu. Ça ne veut pas dire ne plus avoir de besoins amoureux, bien entendu. Ça signifie simplement laisser à César ce qui est à César et laisser à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. Ce qui veut dire que vos émotions vous appartiennent à vous et ce sont les vôtres qu'il est important de comprendre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Les émotions de votre autre, c'est bien, c'est un plus, c'est un bonus de les comprendre. Mais si vous avez une situation qui se termine et qui ne vous permet pas d'avoir toutes les réponses souhaitées, et idéalement nécessaire, vous devez quelque part composer avec ce qui vous est donné, ce que vous avez obtenu. D'accord? Si vous arrivez à discuter de manière constructive, tant mieux. Il y a des personnes qui arrivent à communiquer et à se répondre et à s'expliquer, et c'est l'idéal, mais c'est un idéal. La vie n'est pas toujours idéale, malheureusement. C'est la raison pour laquelle on souffre et on vit des histoires compliquées. Donc, dans les scénarios plus ordinaires et plus malheureusement communs, il faut apprendre à composer avec la réalité de l'autre, c'est-à-dire la réalité qui vous est quelque part imposée et pour laquelle vous n'avez pas de prise. Si quelqu'un ne veut pas communiquer avec vous, vous ne pourrez pas le forcer. Vous pourrez insister, il pourrait finir par craquer, tant mieux pour vous. Mais si vous n'arrivez pas à convaincre ou à persuader une personne de communiquer, il va falloir apprendre à composer avec ce que cette personne vous a laissé. Vous ne pouvez pas toujours avoir toute la logique dont vous souhaitez. Vous ne pourrez pas toujours avoir tous les scénarios remplis tels que vous l'espérez. Le but, c'est d'apprendre à formuler quelque part des bilans des situations pour mieux les assimiler et pour éloigner les émotions qui entretiennent les traumas, les deuils et les incertitudes. Donc, lorsque vous êtes connecté émotionnellement à une ancienne situation, que vous vous refaites le film en permanence, que vous repensez à votre histoire, c'est parce qu'il y a une part de vous qui n'a pas opéré au détachement situationnel. C'est-à-dire que vous continuez à vivre l'histoire dans votre esprit, comme si elle était encore en cours, dans votre passé mental. Et il y a une part de vous qui, quelque part, n'accepte pas l'idée de ne pas avoir la bonne finalité de scénario intérieur. C'est comme si vous aviez besoin que tout colle en vous pour accepter la situation, alors que la situation, parfois, elle est imposée et vous n'avez pas forcément de prise sur tous les éléments qui concernent votre autre. Et ça, malheureusement, c'est une réalité.
On ne peut pas avoir toutes les réponses à ces questions, j'insiste là-dessus. Et parfois, plus on se pose des questions et plus on a d'autres questions qui viennent. Parce que quand le fonctionnement de l'un et de l'autre est tant différent, euh, plus on va avoir de matière à réfléchir et à trouver du sens, et parfois moins on en trouvera. D'accord? Donc le but, c'est d'observer les éléments en discernement et de formuler un bilan. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les détails de la pensée de l'autre pour faire un deuil. Ça, c'est une idée reçue. Vous devez observer ce qui s'est passé, observer vos rôles, vos responsabilités, essayer de produire quelque part une synthèse de la situation, essayer de tenir compte à la fois de ce que vous, à l'intérieur de vous, vous pensez de l'autre et de ce que vous pensez des éléments factuels. Attention je dirais, au bilan négatif. Parfois, on a besoin de diaboliser l'autre pour essayer d'avancer. Donc les trois quarts du temps, quand on reste avec des énergies négatives, on n'avance pas du tout. Quand vous vous dites, de toute façon, c'est un bip, c'est une bip, elle a fait ça parce qu'elle s'en foutait, qu'elle n'en avait rien à fiche, qu'elle n'en avait rien à faire. Quand vous avez ces états d'esprit-là, c'est en lien avec des raccourcis négatifs, anxieux. D'accord? Parfois, c'est vrai, il y a des personnes qui n'ont rien à faire et ça, malheureusement, on s'en rend compte trop tard. Parfois, c'est pas forcément que les autres n'ont rien à faire, c'est juste qu'ils sont différents et qu'ils ne mettent pas en priorité les sentiments qu'ils ressentent. Il y a des personnes qui vont mettre en priorité leurs schémas mentaux avant de mettre en priorité leurs sentiments. Donc il y a des personnes qui ne vous choisiront pas alors qu'elles vous aimeront. Parce qu'on a tous, quelque part, une schématique générale de justice intérieure qui est différente, qui soit différente. Lorsque vous avez des personnes qui, encore une fois, vous traitent mal, lorsque vous avez, vous, besoin d'attention, d'affection, de communiquer, de vider votre sac, etc., ça vous renvoie à, d'une manière ou d'une autre, une incapacité à vous autoréguler et à vous autosatisfaire. Alors je suis désolée, vous allez pester contre moi. Toutes les vidéos de coaching que je vois sur internet mettent en avant le fait de vous faire rappeler que ça ne va pas. On aime bien vous parler de ce qui va mal, on aime bien vous donner le sentiment que vous êtes des victimes de PN, ça c'est la grande mode. Alors des PN, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de connards ou de connasses, ordinaires, mais des PN, il y en a peu, d'accord? Un profil égotique narcissique, un profil apathique, ça c'est très répandu parce que la plupart des personnes qui souffrent d'apathie sévère ou de tendance narcissique marquée sont des personnes qui reproduisent des modes d'adaptation à la réalité qui soient déviants et pervers. Pervers d'un point de vue thérapeutique du terme. Ça veut dire qu'on prend une énergie, une ressource d'amour vacante, manquante, en frustration, et au lieu de la sublimer en énergie de don positive ou en transmutation positive, on la déplace en mécanisme miroir. Ça veut dire par exemple, j'ai l'habitude qu'on ne me réponde pas, mes parents ont été froids avec moi, quand j'étais ado j'ai eu un trauma, on m'a rejeté, etc. Ben, moi, j'ai pas réussi à transmuter ça dans mon âge adulte. À chaque fois que je vais vivre un schéma identique, je vais avoir tendance à reproduire le même mécanisme de comportement parce que à l'intérieur de moi, ce mécanisme a été un mode de fonctionnement pervers. D'accord? Ça m'a permis de gérer et de m'adapter à la situation que de refaire pareil. Voilà, donc ça c'est très inconscient et c'est ce qui s'observe souvent. Il y a des personnes qui répètent par mimétisme inconscient ou par mode de mécanisme d'adaptation perverti, déviant, défaillant, des comportements apathiques et pervers pour sauvegarder leur sécurité intérieure. La sécurité intérieure ne repose pas forcément sur les scénarios positifs amoureux. Il y a des personnes qui entretiennent leur schéma récurrent pathogène parce que ça génère en elles, en eux-mêmes, des sentiments sécures. Parce qu'il y a des personnes qui ont appris à se construire dans le malheur et qui en ont besoin, en gros, pour maintenir leur rapport au monde. D'accord? Donc il y a des personnes qui vont générer des pensées automatiques ou des pensées particulières face à certains types de situations et le fait de soulever ces questionnements va devenir un mode de fonctionnement habituel. Le fait de rejeter les situations émotionnellement troublantes va être un mode d'adaptation habituel, d'accord? La réfraction. Donc il y a des personnes qui n'arrivent pas à opérer à des décisions, j'en parle dans les emprises. Les personnes haineuses, colériques ont du mal à comprendre le schéma des emprises parce qu'elles sont tellement investies de leur propre, je dirais, insurgence qu'elle n'arrive pas à admettre l'idée qu'il y ait, je dirais, des éléments qui se jouent sur des plans plus subtils. Parfois, la conscience seule n'est pas sollicitée pour prendre des décisions. Il y a des blocages, des mécanismes de blocage qui viennent parasiter l'accès à l'amour et à l'émotionnel. Et ça, c'est une réalité. D'accord? Il y a des personnes qui n'arrivent pas à prendre leurs décisions de manière directe entre leur conscience et leur subconscient ou inconscience pour prendre des décisions. Il y a des mécanismes intermédiaires
qui vont venir quelque part court-circuiter la prise de décision consciente. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le fait de respecter, j'en parlais dans une autre vidéo il n'y a pas longtemps, le respect. Le fait de respecter l'individualité de quelqu'un, ça renvoie à notre faculté à nous respecter nous. Si vous acceptez l'idée que tout ce que vous ressentez vous appartient à vous seul, même si c'est activé ou généré par quelqu'un d'autre, vous aurez plus de propension à formuler des attentes, je dirais, adéquates à ce que l'autre est capable de donner, parce que vous aurez préalablement géré l'urgence en vous pour ne formuler que la demande secondaire auprès de l'autre. Ça, c'est très important. Vous êtes parfaitement capable de gérer vos émotions seul. Si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions seul, c'est qu'elles sont soit trop envahissantes, soit trop négatives. Vous avez trop de pensées automatiques ou de schémas limitants, de croyances erronées, etc., qui viennent contrecarrer l'accès à l'auto-réassurance. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de faire appel à des thérapeutes, à des psychopraticiens, pour travailler vos mécanismes d'adaptation et pour travailler votre accès à l'amour de soi. Ça se travaille, mais ça se travaille par ordre. Il faut d'abord définir les cadres normatifs de l'identité, c'est-à-dire qui vous êtes, définir vos besoins, formuler vos désirs, travailler vos schémas, vos cadres de représentation et ce qu'on appelle vos programmes. Tout ça, c'est possible, ça se travaille, d'accord? Si vous n'arrivez pas à sortir de liens toxiques et que vous restez connecté à votre passé en permanence, c'est qu'il y a une part de vous qui n'arrive pas à faire justice vis-à-vis de la réalité. D'accord? Il y a bien sûr d'autres explicatifs plus complexes, c'est du cas par cas, mais de manière générale, il faut apprendre à accepter que la réalité ne se passe pas toujours comme nos scénarios intérieurs l'imposent. Quand vous ressentez de la blessure particulière vis-à-vis d'une situation amoureuse, c'est en lien avec une impuissance quant au fait d'accepter quelque part que l'autre n'accède pas aux mêmes ressources d'amour vis-à-vis de vous que vous vis-à-vis de lui, ou c'est en lien avec le fait d'accepter que vous et l'autre, vous soyez en quelque sorte non dépendants dans la pensée amoureuse. Ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Vous êtes vraiment, je dirais, un être, vous qui regardez cette vidéo, cette guidance, vous êtes un être complet et entier à part entière. Lorsque vous entrez en interaction avec les autres, que ce soit vos familles, vos amis, vos amoureux, vos collègues de travail, tout ce qui compose votre vie dans la dynamique relationnelle et affective, ce n'est que quelque part le prolongement de vous. Mais ce n'est qu'un prolongement, ce n'est pas vous. Vos situations amoureuses représentent un des aspects de l'amour entier qui vous anime. J'expliquais ça dans une guidance. Comment vous dire ça? On aime de différentes natures et de différentes substances. Il y a différentes manières d'aimer. Par contre, la ressource, c'est la même. On génère de l'affection et cette affection nous remplit. C'est pas l'autre en nous qui remplit, c'est ce que nous, on ressent, ce que l'autre active en nous qui nous remplit. Mais on est rempli de nous-mêmes. Ça, c'est très important. Notre faculté d'aimer, elle est en lien avec ce qu'on est capable, nous, de générer en nous-mêmes. Donc, quand vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, que vous faites des efforts pour quelqu'un, vous donnez de vous. Et on dit bien donner, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je dis souvent, l'amour ce n'est pas de l'argent. D'accord? Pour être heureux et épanoui, on a besoin d'être dans des échanges qui soient équitables. On n'aime pas donner, ne pas recevoir parce que c'est blessant. Parce que ça ne nous permet pas de nous sentir respectés et estimés. C'est surtout pour ça que c'est gênant. D'accord? Pas parce qu'on donne œil pour œil, dent pour dent et on doit recevoir œil pour œil, dent pour dent, mais plutôt parce que la valeur et la vibration de l'amour que l'on apporte, qui est généreux, ne trouve pas écho en l'autre. Et c'est en ce sens-là que c'est important d'avoir la même valeur amoureuse et la même communication, parce que donner, c'est une manière quelque part de s'épanouir. Si on donne à quelqu'un qui n'est pas capable de nous épanouir, on va forcément le ressentir. Donc c'est pas tant pour l'aspect, je dirais, matérialisable du don de soi, c'est plutôt pour l'aspect symbolique, c'est pour la communication symbolique de l'amour dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on est vraiment sur des registres de fréquences vibratoires. Vous ne pourrez pas vibrer l'amour altruiste et être avec des personnes qui vibrent la haine. Ce n'est pas possible parce que ça ne respecte pas votre individualité. Dans le don affectif, c'est la même chose. Vous ne pourrez pas donner une vitam aeternam à quelqu'un qui ne vous donne pas parce que ça ne respecte pas votre valeur à vous. Si vous attendez... Alors, je parlais à une dame qui m'a marqué hier. Je la salue, elle se reconnaîtra. Je sais qu'elle regarde toutes les vidéos. Je l'embrasse. Elle me disait qu'elle a passé 5 ans à pleurer.
Elle pleurait pendant 5 ans lorsqu'elle était en relation. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes partie? Elle m'a dit, j'ai perdu du poids, etc. À la fin, en fait, on avait atteint ses limites. Et ça, je l'avais mis dans un short il y a quelques mois en arrière. N'attendez pas qu'une personne vous tue. N'attendez pas qu'une personne vous fasse exister à travers la souffrance. N'attendez pas qu'on atteigne vos limites pour partir. Ayez toujours à l'esprit, non pas en priorité les besoins des autres, mais en priorité les besoins de vous-même. Ayez tous les jours en vous réveillant, peut-être pas le matin immédiatement au sauver du lit, mais au moins une fois dans la journée, demandez-vous si vous vous respectez dans vos besoins, pas dans votre orgueil, dans vos besoins. Parce qu'encore une fois, on peut accepter d'aimer une personne qui ne nous respecte pas, mais pour ça, il faut en avoir la responsabilité lucide. Si vous acceptez d'aimer une personne qui ne vous traite pas bien, qui ne vous respecte pas, mais que vous voilez la face, que vous le faites pour obtenir un résultat, c'est compliqué. C'est très compliqué. Si vous le faites par altruisme, déjà vous vous rendez beaucoup plus responsable de votre acte et vous le vivez mieux. Parce que vous ne le faites pas dans une optique future de réception, vous le faites dans une optique présente de répondre à vos besoins qui sont prioritairement nourris par l'accès aux besoins de l'autre. Donc c'est toujours une affaire de responsabilité. Quoi que vous décidiez de faire, n'oubliez pas d'avoir à cœur de vous respecter. Je ne parle pas du respect d'orgueil, j'insiste, je vous parle du respect de vos valeurs à vous. Nous avons tous des valeurs différentes. Le but, c'est de se sentir en phase, de ne pas perdre son sentiment de contrôle, de maîtrise et de pouvoir. Ça ne veut pas dire de quelque part de se renier ou de fermer la vanne affective. Ça veut simplement dire d'être quelque part lucide sur ce qu'il se joue lorsque l'on donne à quelqu'un. Votre bien-être est un argument. Votre bien-être est un argument. Ce n'est pas une option. Si vous vous mettez inconditionnellement en tête que de ne pas être bien au quotidien parce qu'on pense à quelqu'un, c'est presque normal, c'est ordinaire, ça ne va pas. Si vous vous mettez en tête que c'est normal de vivre blasé, que votre autre soit avec quelqu'un d'autre, que ça vous dégoûte, que vous êtes en colère contre lui, ce n'est pas envisageable de vivre comme ça. On ne peut pas rester avec ces énergies-là en permanence. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre ordre mental qui ne vous permette pas d'accéder au bien-être. C'est pas à l'extérieur que ça se joue. C'est pas votre autre qui va quitter la terre, qui va se mettre avec vous, qui va tout régler comme par magie. C'est d'ailleurs pour ça que d'un point de vue karmique, d'un point de vue, je dirais, spirituel, vous vivez des situations pareilles. Parce que ça vous, quelque part, c'est là pour vous faire apprendre que la paix, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Votre sentiment de paix, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Même si votre autre quitte sa tierce qui se met avec vous, vous aurez le sentiment d'être heureux temporairement, mais ça ne réglera pas ce rapport dysfonctionnel au bonheur extérieur à soi. Je vous assure, c'est un peu trop philosophique peut-être pour certains, vous allez dire que j'abuse, je vous garantis que c'est vrai. Il y a une dame qui me demandait, j'en parlais avec une dame l'autre jour, pareil, je la salue, une dame que j'ai eu plusieurs fois en consultation, qui me demandait comment on en arrive à ça. C'est vrai, moi je suis pas très âgée, j'ai pas 65 ans, j'ai pas un vécu qui pourrait expliquer ça. Moi j'ai expliqué à cette dame que comme vous tous, comme nous tous, j'ai souffert. On a tous souffert dans notre vie. J'ai eu beaucoup de souffrance et j'ai appris à travers la souffrance euh, à m'orienter vers la spiritualité, à m'orienter vers la recherche du soi et à m'orienter vers la recherche du bonheur. Et il y a quelque chose que j'ai compris, c'est qu'en fait, on ne recherche pas quelque chose que l'on a déjà trouvé mais qu'on ne voit pas. Parfois, il suffit simplement de se retourner pour voir ce qui est en face de nous. Quand vous avez le bonheur devant vous et que vous regardez à gauche, vous êtes face à lui mais vous regardez dans la mauvaise direction. Le bonheur, c'est un état d'être intérieur, d'accord? Je ne suis pas la seule à le dire, c'est pas ma vérité à moi, c'est une vérité spirituelle, et philosophique et sociale aussi, j'ai l'impression. Le bonheur, on l'a en nous. Si vous résumez votre état d'être à quelqu'un, c'est-à-dire que l'ensemble de votre structure intérieure repose sur le lien que vous avez avec une seule personne, alors que votre vie est potentiellement riche de plein de natures différentes d'interactions, que ce soit avec des gens, avec des objets, avec des expériences. Si vous reposez l'ensemble de votre structure, de votre équilibre, de votre bien-être, de votre force sur un seul des éléments ou une personne, si vous avez tendance quelque part à penser que votre bonheur tient en l'accès à une situation, c'est que dans votre rapport à la réalité, il y a un dysfonctionnement. Le bonheur, il est en soi. Et il se travaille en soi. Et si vous pensez que vous n'arrivez pas ou que c'est pas possible, que c'est pas vous, que je sais pas quoi, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'il ferait
dans votre tête à vous qui pourrait vous aider à revoir les choses autrement. Quel type de rapport, quel type de valeur vous pourriez transférer, transmuter en vous pour apprendre à observer les choses différemment. Moi, je vous donne une piste. Commencez d'abord par essayer, je dis bien essayer, de répondre seul à vos besoins affectifs. Essayez de remplacer en vous, quand vous visualisez les choses, l'autre quant à la réponse à vos besoins. Vous manquez de quelqu'un, essayez de vous imaginer vous-même à l'intérieur de vous, comme si vous voyiez un double en train de vous faire un câlin. Vous avez envie de quelque chose, essayez d'imaginer que vous le fassiez. Vous avez envie que quelqu'un vous appelle, essayez d'imaginer que vous vous appelez vous-même. Vous avez envie de parler à quelqu'un, essayez de vous parler à vous, à l'intérieur de vous. Écrivez-le sur une feuille de papier. Au pire, ce que je veux vous dire, c'est que l'image qu'on se fait de quelqu'un en nous, c'est une projection de notre esprit. Ça ne remet pas en question les sentiments que l'on porte, mais ce ne sont pas les sentiments que l'on ressent qui posent souci, c'est la place qu'on leur accorde en nous et la hiérarchie qu'on leur accorde dans nos vies, dans la pyramide de l'équilibre. Tout votre équilibre ne peut pas reposer sur une situation ou une seule personne. Si c'est le cas, ce n'est pas la personne ou la situation qu'il faut régler, c'est vous, à l'intérieur de vous, vis-à-vis de la situation ou de la personne. Voilà. J'espère que ce contenu un peu sensible vous aura parlé, vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Et je vais vous conseiller prochainement un ouvrage que j'ai adoré lire. Euh, voilà, c'est un ouvrage alors, qui n'est pas du tout en lien avec le développement personnel, mais c'est un ouvrage qui m'a appris, vous verrez, je vous en parlerai dans un petit short. Bye bye.